ça passe au niveau du décortiquage. Ensuite, après le décortiquage, on a une table densimétrique pour séparer le cargo et le paddy. Après, on a 3 circuits de polissage, une chaîne de blanchisseur et 2 équipements de conditionnement et de pesage automatique pour le produit fini. L'activité dans cette unité industrielle débutée il y a 8 mois mobilise aujourd'hui plus de 50 ouvriers. Avec les 2-8, on parvient à faire 100 tonnes par jour. Avec les 4-8, nous parvenons à 175 à 180 tonnes jour. Donc vous imaginez la consommation de paddy, c'est tout à fait énorme annuellement. Le promoteur, un ancien émigré et le maire de la commune de Boki-Diawé, Khalidou Wagué, après avoir soutenu le candidat Macky Sall à la veille de la présidentielle de 2012, décide de venir l'accompagner en investissant dans un secteur prioritaire du plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall accorde beaucoup d'intérêt au secteur de l'agriculture, l'aménagement des terres, les financements, entre autres réalisations. Aujourd'hui, nous intervenons dans le domaine de la commercialisation. Les producteurs n'ont plus de difficultés pour écouler leurs produits. L'homme dit miser sur la qualité pour pouvoir conquérir le marché sénégalais. Le riz qu'on a ici est de qualité. On n'a rien à envier aux autres pays producteurs. Cette rizerie contribue beaucoup à la facilitation de la commercialisation du riz pour les producteurs, un motif de satisfaction pour le promoteur. Le fait de participer au développement de l'agriculture me comble. C'est mon terroir et ce sont mes parents qui en tirent profit. Le président de la République Macky Sall, attendu ce mercredi à Matam, visitera cette unité de transformation de riz implantée dans la commune de Boki-Diawé. Toujours à Matam, Sarelou est un village qui va bientôt sortir de certaines difficultés grâce au PUDC. Près d'1 milliard a été injecté pour la réalisation d'un forage et d'une piste rurale. Le président Macky Sall réceptionne ce mercredi ces infrastructures. Oumou Kalsom Sall nous présente ses ouvrages. Un avant-goût de l'accueil qu'elle compte réserver au président Macky Sall ce mercredi à Sarelou. Un forage et un château d'eau réalisés ici par le PUDC mettent fin aux corvées d'eau dans cette partie du département de Matam. Avant, on se levait très tôt le matin pour aller chercher de l'eau au puits. Maintenant, c'est un vieux souvenir. Nous sommes vraiment contents. ndox fépp la am léegi yomb na dugg na ba ci suñuy kër ndiyam dam cadel ma min dañax no hen sabu wurlingo min taygo min ngari min taybe do ha suka amen jibina do ha wodi jibinbe do. Nous sommes soulagés. Vous n'imaginez pas les difficultés qu'on a rencontrées dans le passé, surtout pour faire vivre notre cheptel. Nous remercions le président Macky Sall. Ngabirgal ngal non ha min keboy Macky Sall. Grâce à un système d'adduction de 5 km, le forage alimente 3 autres villages, Darussalam, Gourel Djeri et Paris, où une population de 3240 habitants. Plus de 184 millions ont été mobilisés pour les travaux. Donc il y a 2 abreuvoirs réalisés pour l'alimentation du bétail. Il y a 5 bonnes fontaines réalisées pour l'approvisionnement en eau de la population. En plus de ce système hydraulique, Sarelou bénéficie du volet des enclavements du PUDC. La piste Chilogne-Bella-Belé, longue de 32 km, traverse le village. On faisait plus de 3 heures de temps, des fois 4 heures même pour rallier l'axe, pour rallier la route nationale numéro 2. Mais maintenant, moins de 30 minutes, on est sur l'axe. Sincèrement, au nom de la population de Sarelou, vraiment nous remercions le président de la République, son Excellence Macky Sall. Il y a 7 villages qui sont traversés
et pour une population à peu près de 5000 personnes qui sont desservies par cette piste. Et la pertinence de ce projet-là, c'est que pendant l'hivernage, normalement, on ne pouvait pas aller au-delà de 10 km pour un budget de 800 millions à peu près. Pour la première phase du PUDC, plus de 150 km de pistes rurales ont été déjà réalisées dans la région de Matam. Moukalsam Sall, merci. Nous aurons d'autres aspects de cette tournée économique du chef de l'État avant la fin de cette édition. Comme je le disais, un peu plus tôt, une planète 50-50, c'est l'objectif indiqué par les Nations Unies pour arriver à l'égalité en entreprise à l'horizon 2030. Malgré quelques réussites dans leur combat pour la reconnaissance de leurs droits, les femmes restent largement discriminées en milieu professionnel. Entre échanges, intimidation et harcèlement sexuel, les travailleurs vivent les plus pernicieuses dégradations de la dignité humaine dans les lieux de travail. Le mal-être des femmes en milieu professionnel, c'est un dossier signé Amadou Aramtiam. Il est long le chemin parcouru par les femmes pour leur reconnaissance. L'égalité 50-50 prônée dans le thème de cette année est une problématique mondiale dans un contexte de milieu professionnel en pleine évolution. Il faut s'accorder aujourd'hui que le monde du travail est effectivement en évolution, est en plein changement, en pleine transformation, et que des métiers jadis jugés masculins sont en train d'être effectués par des femmes. Les femmes, effectivement, en dépit de l'amélioration notable de leur niveau de formation, de leur niveau de connaissance, restent largement discriminées au sein de l'entreprise. L'entreprise est à dominance masculine, l'employabilité et le sous-emploi sont très concentrés chez les femmes, des statistiques le prouvent. L'enquête sur le suivi de la pauvreté de 2011 a révélé que de manière générale c'est 32% de sous-emploi au total qui est noté, mais que dans ces 32%, les 37% sont du fait des femmes. Des indicateurs clairs sur les disparités. Pourtant, en entreprise, il existe une masse critique de femmes capables de réaliser l'égalité 50-50. Par un prisme déformant de la société ou par peur de l'autre, les femmes sont victimes d'un plafond de verre théorisé qui leur est difficile de perforer. Soit on commence à dire oui, c'est une femme, elle est bien, mais elle est forte tête, elle n'est pas gérable. Soit on dit oui, elle est bien et tout, mais elle a des petits-enfants, elle est mariée, elle a des contraintes familiales, on ne peut pas la promouvoir. Et certains même vont jusqu'à dire, on ne peut pas mettre les femmes dans des postes de responsabilité parce qu'elles ont des maternités à gérer, des congés de maternité. Ça, c'est pas normal parce que ça, c'est une discrimination qui est interdite par la loi. L'état de grossesse de la femme ne doit pas être un obstacle pour son recrutement, ne doit pas être un obstacle pour sa promotion dans l'entreprise. En plus de celles notées dans l'accès aux postes de responsabilité, les femmes souffrent aussi de discrimination insidieuse. Cette enquête concernait 70 entreprises. Ce qu'on a retenu à l'issue de ces enquêtes, c'est que 50% des femmes enquêtées ont avoué avoir subi des violences basées sur le genre en milieu professionnel. Des violences qui ont pour nom intimidation, menaces, chantage, harcèlement sexuel, licenciement abusif. Les goulots sont nombreux, mais la lutte des femmes a enregistré des victoires. Comme l'équité fiscale, maintenant, les parts que donnent les enfants pour diminuer un peu le taux de l'impôt ne profitaient naguère qu'aux hommes, maintenant ça profite aux femmes. Ensuite, il y a eu au niveau de la sécurité sociale des progrès pour permettre à la femme fonctionnaire désormais de prendre son époux et son enfant malade et qui ne jouissent pas d'une couverture maladie. Combien sont-elles à souffrir en silence du regard accusateur des autres? Si la promotion dite canapé existe, c'est parce que quelque part, il n'y a pas de passerelle objective qui permette aux femmes d'accéder au pouvoir. Pourtant, les Nations Unies ont déjà tranché le débat en instituant une discrimination positive.
La discrimination positive, c'est quoi? C'est en fait, à compétence égale entre un homme et une femme, donner la chance à la femme. Les femmes et les hommes n'ont pas le même départ. Si vous voulez dire aux femmes de rattraper les hommes sans tenir compte du gap, vous ne leur donnez pas des opportunités d'égalité de chance. Il faut une bonne politique d'élimination des violences basées sur le genre en milieu professionnel avec des mesures concrètes d'application de la loi. Dans plusieurs entreprises, les maternités sont invoquées pour discriminer les femmes malgré leurs compétences. Cependant, il y a une vérité absolue que partage le bon sens. Si les femmes ne procréent pas, qui va travailler dans l'entreprise? Messieurs, vos réponses, s'il vous plaît. Le mal-être des femmes en milieu professionnel, un dossier signé Amadou Aramtiam. Nous allons parler de cette question et de la journée internationale de la femme avec Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Madame Maria Massa. Bonsoir. Bonsoir, cher. Madame le ministre, dans ce reportage que nous venons de suivre, c'est un tableau bien sombre qui est décrit ici. Oui, nous venons de partager cette présentation ou ce qu'on peut appeler rapport, mais moi mon avis est tout à fait contraire à ce qu'on vient d'entendre, pour la simple raison que si vous prenez, vous me faites entrer déjà dans le sujet avant juste pour avoir une petite réaction par rapport à ce sujet. Oui, ma réaction c'est que nous n'avons pas les bons chiffres au Sénégal. D'accord. C'est là maintenant que se pose la question de mettre en place une politique sur la statistique afin de pouvoir cerner réellement les potentialités des femmes et leur rôle dans l'entreprise. Parce que ce qu'on voit et ce qu'on dit, c'est diamétralement opposé. Quand par exemple vous vous levez le matin, vous ne voyez que des femmes à 5 heures du matin, dans tous les secteurs, que ce soit la pêche, l'artisanat, le commerce, l'élevage, l'agriculture, partout où vous allez, en milieu rural. Si on prend le cadre de l'agriculture, les femmes représentent près de 83% de ce secteur. Et si on prend secteur par secteur, elles sont présentes dans tous les secteurs, mais de façon informelle. Il est temps maintenant que l'on s'active à formaliser. D'ailleurs, c'est le souci, ça fait partie des préoccupations majeures du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Et là, il le faut pour qu'on puisse, avec la statistique, savoir nettement la part des femmes dans l'entreprise, dans tous les secteurs. Que ce soit la pêche, comme je l'ai dit, l'agriculture, l'artisanat, le commerce. Partout, vous voyez des femmes et de vraies femmes entrepreneurs. Est-ce que tout cela est enregistré et fichier pour qu'on puisse savoir? C'est ça la grande question. Ça, c'est mon avis. D'accord. Nous allons parler donc de l'objet de votre venue sur ce plateau, la journée internationale de la femme qui sera célébrée demain, 8 mars. Alors, quels seront les temps forts de cette célébration ici au Sénégal, Madame le ministre? Oui, merci, cher. Comme la communauté internationale, donc je dirais à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre la journée internationale de la femme chaque 8 mars. Et nous avons l'habitude d'organiser un panel la veille de la journée ou le matin, dans la matinée, pour que, avant la mobilisation sociale, qu'un travail technique se fasse pour permettre dans l'après-midi, dans la mobilisation sociale, de présenter un rapport qui va être utile pour le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes, parce que dans ces panels-là, on y travaille pour voir quel cadre mettre en place pour améliorer les conditions de vie des femmes, quelles perspectives mettre en place, quels défis relever, etc. Donc c'est un travail technique qui se fait avant la mobilisation sociale. Donc aujourd'hui, le panel a démarré à 15 h aujourd'hui au Grand Théâtre, et ce qui va nous permettre demain d'avoir ce rapport à présenter lors de la grande manifestation.
Mais avant la manifestation même, il y aura des expositions, des réalisations des femmes suivies lors de la mobilisation d'un film de réalisation de femmes. Donc c'est un reportage et nous vous réservons beaucoup de surprises demain parce que comme on vient de le dire, beaucoup de métiers jusque-là réservés aux hommes sont maintenant pris en charge par les femmes. Voilà. Donc il y aura donc le forum l'après-midi, mais précédé par les expositions. Et lors du forum, maintenant nous avons aussi les films, les réalisations de films, ensuite le forum. Si je dois résumer, c'est qu'on a 4 temps forts: le panel, les expositions, le forum, les réalisations dans le reportage. Donc voilà ce qu'on a prévu de faire lors de cette journée internationale de la femme. C'est une belle journée en perspective. Très belle même. Oui, Madame la Ministre, vous n'étiez pas d'accord donc avec la situation décrite dans notre reportage. Alors, selon vous, quelle est la situation des femmes dans le monde du travail aujourd'hui? Oui, je dois dire que je ne partage pas un point, c'est-à-dire les chiffres qu'on donne et qu'on dit qu'ils sont alarmants. Parce que les femmes ne sont pas représentées, donc sous-représentées dans le monde du travail. Ça, je ne partage pas cet avis. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait savoir réellement la part des femmes. Je le dis parce qu'on est en train de dérouler des programmes au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Et le programme PALAM, par exemple, le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers, réserve un volet spécifique aux femmes. Elles font de l'alphabétisation fonctionnelle, mais elles sont accompagnées aussi par la mise à disposition de lignes de crédit. Et au sortir de ces formations, les femmes ciblées mettent en place de micro-entreprises qu'elles gèrent elles-mêmes. Et ces micro-entreprises, au fur et à mesure qu'elles évoluent, deviennent de vraies entreprises. Donc, nous avons les chiffres, mais souvent les gens ont l'habitude de donner des chiffres qui datent de très longtemps et oublient que les choses évoluent et de façon positive pour les femmes. Nous avons d'autres projets que je pouvais vous citer, et dans chaque projet, nous avons cet aspect formation, renforcement de capacité, mise en place de crédit et création d'entreprises. Donc, ce n'est pas seulement dans le cadre du ministère de la Femme, dans les autres ministères comme l'industrie, comme l'agriculture, la pêche, je crois que les femmes sont en train de bouger et bien bouger. D'accord. Voilà. Et au-delà de ça, l'autre point que je partage quand j'ai écouté ce rapport, c'est les violences. Les violences faites aux femmes, surtout en milieu du travail. Ça, c'est une réalité que je partage. Mais dire que les chiffres sont alarmants, là, je dirais, il faut attendre que des statistiques soient faites pour qu'on puisse savoir, dans le secteur informel, quelle est la part des femmes. D'accord. C'est ça mon avis. Mais les violences sont là, dans le milieu du travail, et le président s'est porté garant contre l'impunité. Et il a dit lors d'une assemblée générale de l'association des femmes juristes que l'impunité doit être éradiquée ici au Sénégal et qu'il se porte garant, qu'il se porte défenseur pour les femmes. D'accord. Voilà. Alors, vous menez beaucoup d'actions pour les femmes, mais de façon globale, quels sont les mécanismes que le ministère est en train de dérouler, disons, pour que ces femmes jouent leur rôle au même titre que les hommes, pour arriver justement à cet objectif de 50-50 fixé par les Nations Unies? Je dois dire d'abord que Son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, accompagne l'État du Sénégal ou le gouvernement dans la mise en place de beaucoup de mécanismes. Si je prends l'exemple du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire est un programme pertinent qui œuvre dans la promotion des droits, même si on n'a pas l'habitude de le dire, parce qu'on voit du matériel d'allègement, on voit des infrastructures. Mais si je prends l'exemple du désenclavement, les pistes rurales, les femmes en zone rurale ont été tout le temps confrontées à ces difficultés. Quand elles mettent au monde, quand elles veulent écouler leurs produits,
elles avaient des difficultés pour écouler parce qu'elles sont dans des zones enclavées. Avec ce désenclavement, les femmes parviennent à écouler les produits, parviennent à accéder à la santé parce que on n'est plus dans des zones où il faut faire des kilomètres sur des charrettes ou à pied pour aller accéder au poste de santé le plus proche. Cet exemple est patent. Le matériel d'allègement est un volet qui est réservé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance dans le PUDC. Et avec cet accès au matériel, je pense que les femmes sont en train de faire de grandes réalisations dans le domaine de l'agriculture. Nous avons fait des dons au niveau de Anambé, où les femmes s'activent dans la riziculture, et beaucoup de matériel ont été attribués à ces femmes. C'est au niveau national même qu'on met en place du matériel d'allègement à l'égard des femmes. Nous déroulons aussi des projets, je l'ai dit tantôt, le PALAM, mais le PADES aussi, qui est un projet d'appui au développement économique et social, est un projet réservé aux femmes et aux jeunes filles, avec la coopération italienne. Et dans tous ces projets, nous avons un volet formation qui assure le volet technique des femmes en formation. Et ensuite, il y a la mise en place de crédits, il y a l'accompagnement et il y a aussi l'accompagnement dans la création d'entreprises. Voilà. Une dernière question, Madame le ministre, ou plutôt un message à lancer à vos sœurs à l'occasion de cette journée de la femme. Je lance un appel à toutes les femmes du Sénégal, mais d'Afrique et du monde, à continuer dans cette lancée. La lancée qui consiste à participer au processus de développement économique. Les faits sont là. Mais à fêter aussi la journée internationale du 8 mars, parce que c'est la fête des femmes. Et pour le Sénégal, je demande à toutes les femmes de répondre massivement à cette fête en attendant de préparer la commission sur la condition, la réunion sur la condition de la femme qui se déroule du 13 au 25 mars aux États-Unis, à New York. Et la CSW, la commission, est un cadre dans lequel on étudie, on examine, les conférences se font, on examine l'état de mise en œuvre des engagements des États membres pour la promotion des droits des femmes. Donc ça aussi, c'est un grand événement avec un thème autour de l'autonomisation socio-économique de la femme, toujours lié au travail. Et pour les panels qu'on va organiser, qu'on est en train d'organiser, 4 sous-thèmes ont été battus en brèche et tous ces sous-thèmes-là sont en rapport avec le thème central. Donc travail, milieu syndical, écart entre les sexes, protection sociale, dialogue social, tout est en train d'être étudié lors de ces panels-là pour pouvoir présenter un rapport, et dans ce rapport-là, des contributions ou des recommandations vont être faites pour une meilleure prise en compte des femmes dans le milieu du travail. Voilà. Madame le ministre, merci. Tout cela, c'est donc prévu pour demain à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme ici au Sénégal. Nous avions donc Madame le ministre Mariama Sarr, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, comme invitée du 20h. Nous allons tout de suite prendre la direction de Podor. Nous allons retrouver Ibrahima Diédiou qui suit pour nous la tournée économique du chef de l'État. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré. Alors, bienvenue à Demet qui a abrité la cérémonie de lancement des travaux de désenclavement de l'île à Morphil qui s'étend sur près de 180 km. C'est la plus grande île du Sénégal. Aujourd'hui, cette localité vient pour la première fois de recevoir un chef d'État, en l'occurrence le président Macky Sall, qui s'est adressé justement aux populations de toute l'île à Morphil en ces termes. Je suis heureux d'être aujourd'hui à Demet, au cœur de l'île à Morphil, dans ce terroir du taureau, pour procéder à la fois au lancement de travaux du programme prioritaire de désenclavement destiné à l'île à Morphil, mais aussi la dorsale électrique que nous venons de réceptionner, qui couvre plusieurs localités, près de 52 villages du département de Podor
dont 20 nouvelles localités et 32 localités qui ont vu le réseau étendu. Cette dorsale est une des composantes de notre programme d'urgence d'électrification rurale qui doit nous projeter sur l'objectif stratégique d'arriver à 60% à la fin 2017 du taux d'accès à l'électrification rurale au Sénégal. J'ai ainsi lancé avec le gouvernement 2000 km de réseau moyenne tension pour atteindre 2800 localités à électrifier, dont 1800 villages pour la seule année 2017. Ce programme coûte 110 milliards de francs CFA. Et vous avez là une preuve éloquente de la signification du plan Sénégal émergent, à la fois dans son volet 2, qui parle d'inclusion sociale et de développement durable, mais aussi dans son volet 1, à travers la transformation structurelle de l'économie. Alors comment les populations de Demet et de toute l'île à Morphil ont-elles accueilli cette première dans leur histoire? Nous allons voir tout cela dans ce micro-trottoir avec Pabouna Tiawa. Zone à forte vocation agricole. Avec cette superficie de l'île à Morphil, nous en parlions tout à l'heure, plus de 180 km sur plusieurs localités. Alors, ici, les attentes sont nombreuses, les populations très agricoles qui font également de l'élevage, entourées par l'eau, attendent que le développement socio-économique se fasse dans le cadre des programmes initiés par l'État du Sénégal. Issa Thiorogay. En ce mardi de mars à Demet, dans cette contrainte de Podor, le mal-vivre reste vivace autant que la détermination des populations de l'île à Morphil, venues de partout remercier l'État de ses choix de désenclaver leur localité par des ponts et des routes, mais aussi par l'électrification. Raki est étudiante, elle vient de Dakar, elle a tenu à dire son merci à l'État, mais également son rêve. C'est un rêve qui est devenu réalité, parce que ça fait presque 60 ans qu'on a eu notre indépendance et on a toujours ces problèmes à travers des routes et tout cela. Donc c'est un rêve qui est devenu réalité. Le destin de Demet ne sera plus l'insularité. Ce sera la fin de 1001 souffrances vécues dans l'isolement et l'éloignement, selon les populations qui empruntent depuis des siècles ces chemins si chaotiques. Si aujourd'hui on nous parle de pose-pierre pour désenclaver l'île, c'est-à-dire la bretelle qui va desservir de Jatar jusqu'à Salté pour desservir toute l'île à Morphil, avec tous les intérêts, tous les avantages que cela comporte, vraiment je dis que nous sommes très comblés. Vous avez trouvé ici des populations vraiment enthousiasmées. Nous souhaitons quand même qu'il y ait de plus de développement parce que déjà il va faire le goudron. Donc quand il y a le goudron, il y aura déjà ce qu'on appelle le développement. Donc quand il y a le développement, il faut aussi beaucoup de moyens. Il faut qu'aussi les bailleurs de fonds reviennent pour que, et d'autres personnes aussi reviennent pour que vraiment cette île à Morphil se réagisse pour qu'il y ait un développement. Dans la grande marche du Sénégal vers l'émergence, l'île à Morphil tient enfin ses chantiers et pour les populations, jamais elles oublieront ce grand bonheur que leur a donné l'État. Demet qui a vu naître de grands érudits, Thierno Mountaga Tall, mais également beaucoup de responsables qui ont été ici pendant leur enfance. La carte postale de cette localité qui abrite cette cérémonie de lancement et qui accueille pour la première fois un chef d'État, voici le reportage de Lamine Touré. Difficile d'accès, Demet dans l'île à Morphil, département de Podor, l'enclavement est une donnée réelle ici. Il faut parcourir des dizaines de kilomètres sur une piste au contour parfois imprévisible avant de franchir le point de chute. Demet, une commune d'environ 2000 habitants, ici le développement économique est une question d'urgence. Le lancement des travaux de la route et la mise en service de l'électricité constituent des attentes fortes chez les populations. Voilà plus de 50 ans que nous attendons le bitumage de cette RN40 qui va peut-être propulser l'économie de toute cette zone, qui va désenclaver les populations de par tous les services sociaux de base. C'est une excellente chose à laquelle les régimes qui ont précédé
n'ont pas fait et que le président Macky Sall va faire. C'est une première dans l'histoire ici même de l'île à Morphil. Et je pense que nous devons lui en féliciter. Demet est une zone d'élevage et d'agriculture, des activités qui font de cette partie de Podor le poumon économique de l'île à Morphil. Après la réalisation de cette route, après l'électrification rurale, donc il faut que les populations soient préparées pour pouvoir bénéficier de ces infrastructures. Et ce sera pour nous une occasion également au niveau de l'agriculture que ces activités vont être bien endossées par cette énergie conventionnelle. Du point de vue même de l'électricité, leur permettra de faire aujourd'hui une mécanisation de l'agriculture. En venant désenclaver Demet, le chef de l'État met en évidence sans ambiguïté toutes les potentialités dormantes de l'île à Morphil. Alors, sur la route qui mène à Demet, le président de la République s'est arrêté à Alouar pour justement ce pont qui est érigé 123 mètres. Alouar, la cité religieuse, et ce pont va permettre l'accès à cette localité qui a vu naître El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Voici le reportage de Oumar Nying. À l'arrivée du président de la République, Thierno Madani Tall était déjà en place pour une chaleureuse bienvenue avec cet exemplaire de Safinatou Sadati, œuvre d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Il est avec d'autres membres d'une délégation fière de vivre ces instants. Il s'agit de l'inauguration du pont de Alouar. L'infrastructure, ainsi livrée par le président Macky Sall, va permettre aux populations de franchir le Gayo, ce bras de fleuve, en même temps qu'elle facilitera l'accès des populations à la cité religieuse de Alouar, berceau de l'islam. On est sur une terre sainte, la terre de Alouar, qui a vu naître El Hadj Oumar Foutiyou Tall, le précurseur de l'expansion de l'islam, tant au niveau du Sénégal que de la sous-région. Suite à vos instructions données au ministre des Infrastructures et à travers la Géroute, nous avons pu construire ce pont. Ce pont, pour revenir sur ses caractéristiques, c'est un pont qui fait un linéaire de 123 mètres, qui permet de franchir le Gayo. Et par rapport aux doléances des populations, aujourd'hui ce pont permet de répondre aux doléances des populations. À savoir qu'avec ce pont, aujourd'hui, on n'a plus de capacité de portante qui est limitée, parce que même un convoi militaire peut passer sur ce pont. Donc on n'a pas de volume de trafic qui est limité de 1. De 2, le problème de maintenance qu'on avait sur le bac, on l'a pas sur ce pont. Parce que sur ce pont, on peut faire la maintenance sans pour autant avoir besoin d'arrêter le trafic. Et de 3, par rapport au problème sécuritaire qu'on avait, à savoir que la nuit, le bac ne pouvait pas fonctionner, le pont de jour comme de nuit, on peut circuler sur ce pont. Avant ce pont, les populations traversaient le cours d'eau par bac à traction, qui se caractérise par sa faible capacité. Aujourd'hui, elles ont la possibilité d'enjamber le Gayo, comme le fait ici le chef de l'État sur ces images. L'acte posé est très fort. Les populations vont mesurer la portée à l'image de cet enfant que le chef de l'État tient dans ses bras. Alors le président Macky Sall a également visité le complexe agricole de Saint-Lydia. Sur place, il faut dire que la production de pommes de terre donne des résultats satisfaisants. Nous allons regarder tout cela dans ce reportage. Effervescence à l'arrivée du président Macky Sall dans le Wallo. Ici, Richard Toll. Après cet accueil chaleureux, cap sur Mbane, une trentaine de kilomètres plus loin. Sur ces périmètres aménagés par le groupe Sénégindia, on produit de la pomme de terre. Le chef de l'État s'est d'abord arrêté dans la zone de semences. 1000 hectares qui vont contribuer à l'objectif d'autosuffisance. La zone de production est à quelques centaines de mètres.
Le président Macky Sall arrive au moment où la récolte se fait. Le rendement est estimé à 500 tonnes à l'hectare. Il est l'œuvre de ces valeureuses femmes qui s'activent dans ces champs. Illustration parfaite d'une politique agricole en marche. Je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction, toute ma fierté aussi de voir une compagnie privée, une entreprise privée s'engager à accompagner la politique définie par le chef de l'État. Cette politique, c'est le plan Sénégal émergent, dont la première composante est le changement structurel de l'économie. Cette réforme structurelle de notre économie est ce que nous voyons exactement ici à Mbane avec Sénéguindia. Il s'agissait de passer d'une production quasi artisanale à une production industrialisée, parmi les plus modernes au monde. Des champs de Dalal Jam, du nom de ces périmètres, sortent plusieurs variétés de pommes de terre. Elles sont triées ici avant d'être conservées dans ces chambres froides. Toute une chaîne de conditionnement qui s'enrichit de nouveaux maillons avec la mise en service par le chef de l'État de 2 nouvelles chambres froides. Le groupe Sénégindia et la Banque islamique du Sénégal accompagnent ainsi le gouvernement à travers un investissement conséquent. Monsieur le Président de la République, dans le cadre de renforcement de la coopération entre l'État du Sénégal et l'Inde, a été créée cette société Sénégindia, dont les principaux actionnaires qui sont M. Dines Gorazia et Itesh Gorazia, qui sont 2 jeunes issus du groupe Swamiram, ont su relever le défi lié à ce gigantesque projet qui a pour seule ambition de réaliser une production économique de masse dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de lutter contre la pauvreté par la création d'emplois. Monsieur le Président, Excellences, nous vous réitérons notre engagement à accompagner votre politique de développement par notre intervention dans d'autres domaines prioritaires et productifs à travers des financements directs destinés aux entreprises sénégalaises pour l'essor de notre cher pays. Pour le président Macky Sall, l'étape de Mbane a été l'occasion de sensibiliser les populations sur les questions foncières. Tout en notant des avancées significatives ici à Mbane dans ce domaine, le président de la République insiste sur la nécessité d'une exploitation judicieuse de nos terres au profit de tous. Nous devons faciliter la mise en place de programmes de développement, programmes agricoles modernisés, programmes d'élevage modernisés, programmes d'aquaculture. Évidemment, la disponibilité du foncier reste le premier intrant. Cela nécessite, comme vous l'avez dit, des concertations dans l'intérêt mutuel de toutes les parties. J'ai lancé une réforme foncière dont les conclusions sont connues. Je les recevrai très prochainement. Mais déjà, vous êtes dans l'ère post-réforme foncière, puisque vous avez pu, par le dialogue et la concertation, trouver un terrain d'entente et délibérer sur des superficies qui sont valorisées, qui donnent de l'emploi local, qui donnent de la richesse nationale, puisque si nous arrivons à notre autosuffisance, c'est dire que le Sénégal gagnera dans sa balance commerciale. L'argent qui devait enrichir les commerçants et les producteurs d'autres pays restera ici dans ce pays. Mbane va bénéficier de programmes en cours, aussi bien au niveau des infrastructures qu'au plan de la sécurité, ainsi que d'autres volets comme la modernisation et la sécurité dans le secteur de l'élevage. L'annonce du chef de l'État est fortement accueillie par les populations et leurs élus. Autre étape, celle de Mbane. Dans cette zone sylvopastorale, les éleveurs ont exprimé leurs attentes au président Macky Sall tout en saluant
les efforts de l'État du Sénégal